D'abord, pour les enseignants, il y a eu une mobilisation immédiate. Ils ont rivalisé d'énergie, de solidarité, d'engagement. J'ai été très impressionnée. Je les remercie vraiment, les enseignants du premier degré. Très fiers de penser qu'on leur confie nos enfants, qu'on confie nos enfants à des personnes qui ont un grand sens du civisme, qui pensent collectif. Ils avaient un état d'équilibre qu'ils ont dû dépasser. Donc, ils ont fait face et ils ont à la fois assuré l'enseignement à distance avec les moyens du bord, c'est-à-dire du matériel personnel parfois peu performant, la garde et le suivi scolaire de leurs propres enfants. Donc, ils se sont mobilisés pour l'accueil des enfants de soignants, pour organiser la continuité pédagogique, pour mutualiser, pour partager, pour innover. Et voilà, il y a eu un grand élan de solidarité qui les honore et qui est un beau pied de nez à ceux qui nous disent, je m'y inclus, hein, parce que mes parents sont les premiers à le faire. Alors, les enseignants, vous êtes déjà en vacances, les écoles sont fermées, donc vous ne travaillez pas. Euh, voilà. Et je trouve que c'est un petit peu dommage ce peu de considération parce que sincèrement, il le mérite, mis à part de quelques très rares exceptions qu'on connaissait déjà avant le confinement, mais qui, je crois, en plus ne sont pas les plus heureux parce qu'on a un besoin d'épanouissement que l'on peut trouver en relevant des défis, en se sentant utile. Et voilà. Et ma charge à moi en tant que conseillère pédagogique, c'est aussi de parvenir à accompagner ceux qui manquent d'engagement. Mais les maîtres, les maîtresses sont appropriés de nouveaux outils, se sont engagés dans un cercle vertueux, en fait, en tenant compte des rétroactions données par les familles, des feedbacks, pour à chaque fois réorienter le tir, s'adapter au mieux aux besoins de chacun, parce que certains sont très peu équipés, d'autres oui, d'autres sans imprimante. Ils ont trouvé le bon tempo, parce qu'au départ, c'est parti un petit peu, ils sont partis sur les starting blocks, la continuité pédagogique, c'était un, un trop pour les parents. Hein. C'était vraiment une masse de travail à effectuer à la maison. Les familles ont tout de suite dit oula, stop, on craque. Donc ils ont adapté les consignes aux fragilités de chacun. Euh, ils ont trouvé la fréquence requise pour maintenir le lien et en même temps la dose de travail aussi qui fait que l'enfant est entre l'ennui et la noyade, quoi. Ils ont bien ciblé cette zone-là chez nos élèves. Mais c'est assez coûteux hein, en énergie parce qu'il faut se réinventer chaque jour, il faut dépasser cette frilosité qu'on peut avoir pour des outils numériques qu'on ne maîtrise pas. Et je trouve que ils n'ont pas attendu que le gouvernement leur dise attention, certains sont déconnectés numériquement, il faut peut-être se saisir du téléphone. Je veux dire ça, l'esprit d'initiative, ils l'ont eu tout de suite et c'était le volontariat. Personne n'a eu à leur donner des injonctions d'aller accueillir les personnels soignants. Ils se sont tout de suite mobilisés. Certaines écoles étaient ouvertes de 6h à 21h. Aujourd'hui, 1er mai, jour férié, les enfants sont accueillis aussi. Alors, les municipalités ont pris le relais, mais les enseignants étaient là, réellement là. Mon travail à moi, en fait, il consiste à les accompagner au mieux pour dépasser cette zone d'inconfort. Et je pense que porter un regard positif est essentiel. Et donc, moi, j'ai décidé de créer du lien. C'était un de mes objectifs. Et de les soutenir, de les aider. Alors, j'ai créé un document interactif sur Geniali, qui est un recueil de ressources pour le premier degré, classé par cycle, par champ disciplinaire. Et donc, j'ai lancé ça sur ma circonscription. Et puis, par souci de mutualiser, je me suis dit que ça pouvait rendre service à d'autres collègues. Donc, je l'ai envoyé à la liste des conseillers pédagogiques du département. Ça a eu un très bel écho tout de suite. Enfin, voilà, il y a plein de centres ressources aussi qui ont apporté toutes les semaines des ressources clés en main pour les enseignants.
Et puis, moi, j'ai doublé ce recueil-là pour éviter l'effet d'infobésité, hein, comme on dit, le trop. Je cible par un mail quotidien à destination des enseignants de ma circonscription, un mail qui s'appelle Un jour, une ressource, et ça me permet de faire un focus sur une ressource avec un petit brin d'humour, un regard positif aussi posé sur eux, et j'arrive à maintenir un lien très, très agréable avec eux. J'ai vraiment des retours très positifs et se tisse un lien qui est nouveau et sur lequel je pense je vais aussi pouvoir m'appuyer puisque je suis nouvellement nommée sur cette circonscription là, depuis le mois de septembre. Globalement, les parents ont adhéré et on a des indicateurs qui nous le montrent, c'est-à-dire qu'on fait régulièrement des réunions de directeurs avec notre inspectrice et les autres conseillers pédagogiques de la circonscription. Et chacun des directeurs ou directrices des 32 écoles de la circonscription nous disent on a un décrocheur qu'on a du mal voilà, à maintenir en lien en fait avec un travail régulier, mais c'est vraiment à la marge. Hein. Et puis on les comptabilise, on les a identifiés, donc on sait qu'on va aller les chercher autrement. Des petites écoles de village ont mis à la contribution la factrice, par exemple à Vendémian, c'est la factrice qui a proposé d'aller mettre dans la boîte aux lettres de certaines familles une enveloppe avec les photocopies. Donc, ils sont identifiés avec leur fragilité matérielle, etc. Et le lien est maintenu. Certains viennent près de l'école où on scotche les enveloppes avec le nom de l'enfant sur la porte quotidiennement. Hein. Enfin, c'est quelque chose de vraiment très serré. On ne les a pas laissés disparaître dans la nature. Voilà, donc le lien est maintenu, on y veille. Depuis ma fonction en fait de conseillère pédagogique, j'essaie d'accompagner aussi ce moment de l'après, du retour en classe. Et là maintenant, je suis en train de réfléchir avec des collègues également. Il y a un groupe de travail continuité pédagogique avec lequel je communique souvent, à une entrée et après, et proposer des ressources pour la reprise. Parce que la reprise, ça va être s'approprier les gestes barrières, évidemment. Donc, comment on fait avec des petits. Alors, il y a des comptines pour se laver les mains. Il y a des petites expériences scientifiques qui montrent avec des paillettes, vous l'avez peut-être vu passer ça, comment bien se laver les mains, comment bien porter le masque. Voilà, il y a aussi peut-être des exemples d'activités pour parler, enfin libérer la parole et puis mettre des mots sur les émotions qui sont ressenties, parce qu'il peut y avoir beaucoup de pleurs et de détresse émotionnelle chez les jeunes enfants. Voilà, et travailler autour de ce thème-là avec des moyens d'expression qui soient écrits, artistiques. Donc, ça va être ma façon de proposer des pistes. Mais en même temps, c'est eux qui seront sur le terrain et donc ils se posent de nombreuses questions. Et à l'heure actuelle, on a peu de réponses écrites en fait sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, mis à part un protocole de nos nombreuses pages qui comprend énormément de principes à respecter et qui fait porter une grosse responsabilité sur leurs épaules parce que ils se savent incapables d'observer ces consignes avec rigueur parce que les locaux sont vétustes, parce qu'il n'y a pas un nombre donné de lavabo par élève, parce qu'un enfant de 3-4 ans, lui faire respecter la distanciation sociale, c'est un challenge, hein, voilà. Le moment de la sieste, il ne faut pas qu'ils s'échangent les jouets, les crayons, sans compter le port du masque pour l'enseignant. Enseigner avec un masque,
Là, pour le coup, ça va être inédit, hein, comme la situation est qualifiée, généralement. Et sans compter que je pense aux maternelles en particulier, qui n'ont pas eu de contact avec leur maîtresse ou leur maître là pendant de longues semaines. Ils vont faire une rentrée quasiment comme une rentrée en septembre avec la coupure qu'il y a eu. Ils n'auront probablement pas leur maîtresse ou leur maître de référence, puisque il y aura des contraintes, il va y avoir des groupes qui vont être accueillis avec les enfants de soignants qui vont continuer à l'être. Donc, ils ne vont pas se retrouver forcément avec les camarades de classe habituels, pas forcément avec l'enseignant, puisque si leur enseignant est fragile, il ne pourra pas retrouver le travail en présentiel. Avec un masque qui cache les 2/3 du visage et qui cache notamment le sourire bienveillant qui peut rassurer. Un enfant de 3-4 ans, il est encore partiellement dans le langage. Et ce qu'il comprend, c'est pas que du verbal, il comprend les mimiques, le ton de la voix, la gestuelle. Mais là, pour le coup, les mimiques, elles vont être bien impactées. Et, et puis, on va moins pouvoir les câliner et les rassurer physiquement. Donc, oui, moi aussi, je me pose beaucoup de questions. Et les enfants, les enseignants, par exemple, c'est des pluies de questions qui tombent par mail. Euh, Là, on parle de, par exemple, scolariser certains enfants les lundis, mardis et d'autres le jeudi, vendredi. Si un enseignant a lui-même des enfants qui seront accueillis de façon prioritaire, comme les enfants de soignants, pour qu'ils puissent être à leur poste en présentiel. Si leurs enfants sont accueillis le lundi, mardi et qu'ils doivent les garder à la maison le jeudi, vendredi, est-ce qu'eux aussi vont pouvoir travailler comme ça partiellement? On se pose la question. Il y aura un avant et un après, c'est une banalité, tout le monde le dit, mais effectivement, il y a des choses très positives qui vont en être tirées. Force est de constater que la coéducation a vraiment pris corps. On parle souvent du partenariat éducatif parents-enseignants. Là, il s'est intensifié, les liens se sont resserrés. Certains collègues m'ont rapporté qu'ils n'avaient jamais vu certains parents d'élèves là depuis le début de l'année, parce qu'il y a certains papas, mamans qui déposent leur enfant à la garderie le matin, qui les récupèrent le soir à l'accueil, ou alors ils sont ramenés à la maison par une voisine, une babysitter, et du coup, ils n'interagissent jamais vraiment avec l'enseignant. Là, ils ont été au cœur du dialogue. Et puis, les parents se sont sentis, certains, un peu fragilisés parce que devant assurer le télétravail et l'accompagnement scolaire de leurs enfants, ils se sont sentis démunis, un petit peu vulnérables. Il y a eu un échange comme ça, un équilibre, quelque chose de gagnant-gagnant, quoi, finalement. Plus les enfants sont jeunes, plus ils ont besoin de voir, ou à défaut d'entendre, leur maître, leur maîtresse, leurs camarades de classe aussi. Et la classe virtuelle en synchrone ou l'envoi de photos, vidéos en différé ont beaucoup servi à maintenir le lien, la motivation, parce que le dialogue, il se fait avec les parents enseignants, mais il faut qu'il se fasse aussi avec les élèves et avec les petits. On a compris les limites de certains canaux de communication. Donc, je pense aux compétences dans l'usage d'outils numériques. C'est sûr que là, ça a fait un bond du côté des enseignants, du côté des élèves, même des parents. Et très rares étaient les enseignants qui avaient expérimenté les outils de visio. Et il y a eu très peu de formations ces dernières années. Il faut dire qu'on a eu des consignes de limiter les animations pédagogiques aux mathématiques et au français. Donc, finalement, très peu de latitude pour les enseignants qui ont des besoins identifiés. Il faut qu'ils se forment à l'outil numérique, comme tout le monde. Et là, ils se sont jetés à l'eau. Et je pense qu'ils ont beaucoup appris, se sont beaucoup auto-formés.
Après, ils ont aussi senti les limites du numérique parce qu'il y a ce lien relationnel finalement qui manque un petit peu. Il y a les problèmes techniques de connexion, voilà, le manque de présence humaine, de ce sentiment d'appartenance à un groupe, il n'est pas évident à faire vivre avec des outils asynchrones. Donc la classe virtuelle, ça a bien aidé. Il ne faut pas être trop nombreux. Quelquefois, ça coupe. Des parents n'y ont pas accès. Et leurs enfants, a fortiori non plus. Donc forcément, l'école d'après, elle sera riche de toutes ces expériences. Et même les réunions de directeurs, les réunions d'inspecteurs, les réunions de circonscription qu'on fait entre nous, entre conseillers avec l'inspecteur. Maintenant, elles vont se faire beaucoup plus à distance. Je pense que la communication avec les parents sera plus fluide et les élèves plus autonomes. Parce que je le vois moi aussi en tant que maman d'un enfant qui est à l'école élémentaire, un autre qui commence au collège. Ils ont vraiment gagné en autonomie. C'est-à-dire que les premières semaines, ils recevaient un planning, un plan de travail pour 2 jours. Et là, mon plus jeune, il fondait en larmes littéralement à chaque fois qu'il recevait le travail. Pourtant, c'est un élève, bon élève, très scolaire, il n'a pas de difficultés particulières. Mais là, il voyait arriver une montagne. Il était face à quelque chose d'insurmontable, le travail de 2 jours. Il se disait, mais je ne pourrais jamais y arriver. Et petit à petit, il a appris la planification. Et ça, c'est énorme à leur âge. Et ça fait partie des compétences du 21e siècle, en fait. Cette planification, la capacité à collaborer, la créativité, l'esprit d'initiative, tout ça, c'est des compétences qu'on peine un petit peu à développer dans nos systèmes parce qu'on prépare finalement quelquefois plus à un examen dans le système scolaire qu'à la vraie vie. Et les employeurs finalement cherchent plus que des diplômes ces fameuses compétences du 21e siècle qu'on appelle aussi soft skills, les compétences douces, qui sont plus difficilement identifiables. Et là, les enseignants aussi ont fait preuve d'initiative, de créativité, de force d'adaptation. Ils ont su s'adapter vraiment. J'ai un fils qui apprend le chinois là, depuis 1 an au collège. Et le mot crise en chinois, il se constitue de 2 caractères. Un qui signifie danger et l'autre qui signifie opportunité. Et je trouvais ça assez joli. C'est Charles Darwin qui disait que les espèces les plus résistantes ne sont pas les espèces les plus intelligentes ou les plus fortes, mais ce sont les espèces qui arrivent le mieux à s'adapter. Et là, franchement, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de beaucoup d'adaptations en un temps record, les enseignants.